Bonjour. Alors, synthétisons aujourd'hui les grandes questions qui traversent la tradition analytique en philosophie. En se basant sur nos sources, qu'est-ce qui ressort principalement? Bonjour, oui. Alors plusieurs grands thèmes, le langage bien sûr, la logique, la connaissance aussi, l'esprit et même la morale. Mais le vrai fil conducteur, si on veut, c'est cette approche, cette exigence d'analyse conceptuelle très très rigoureuse. D'accord. On sent une tension en fait entre la quête d'un langage logique, presque parfait, et puis l'examen hyper minutieux du langage ordinaire, celui qu'on utilise tous les jours, quoi. Commençons peut-être par cette quête du langage parfait. Frege, prononcé Frege, il semble incontournable là-dessus, non? Avec son projet un peu fou de vouloir fonder les maths sur la logique pure. Ah oui, Frege, c'est central. Son Begriffsschrift, son idéographie, c'était exactement ça. Créer un langage sans aucune ambiguïté pour vraiment sécuriser les fondements de l'arithmétique. Et c'est là qu'il fait cette distinction célèbre. Exactement. C'est là qu'il introduit la différence fondamentale entre le Sinn, le sens, la manière dont une chose est présentée, disons, et la Bedeutung, la signification ou la référence, c'est-à-dire l'objet lui-même. Hmm. L'exemple classique, c'est l'étoile du matin et l'étoile du soir. Deux sens, deux signes différents, mais une seule et même référence, la Bedeutung, la planète Vénus. D'accord, c'est plus clair. Et Russell, alors, il s'inscrit dans cette lignée? Oui, tout à fait. Il collabore avec Whitehead sur ce projet monumental pour dériver carrément toutes les mathématiques de la logique. Mais Russell, il développe aussi ses propres outils. Comme sa théorie des descriptions? Précisément, la théorie des descriptions définies. C'est sa manière d'analyser des phrases un peu pièges comme l'actuel roi de France est chauve. Ah oui, celle-là, hein. Comment il s'en sort? Pour Russell, cette phrase ne dit pas qu'il existe un roi chauve. Non, elle dit plutôt il existe une et une seule chose qui est actuellement roi de France et cette chose est chauve. D'accord. Et comme la première partie est fausse, il n'y a pas de roi de France actuellement, eh bien toute la proposition est fausse. Ça évite de devoir postuler l'existence d'entités bizarres, non existantes, quoi. C'est vraiment une tentative de dissoudre des problèmes métaphysiques par l'analyse purement logique. C'est fou comme la logique devient scalpel pour disséquer le langage et indirectement notre rapport au monde. Mais alors, Wittgenstein, lui, il a eu une évolution assez spectaculaire, non? Ah oui, Wittgenstein, c'est un cas fascinant. Son premier grand ouvrage, le Tractatus logico-philosophique, est encore dans cette idée. Le langage est un miroir logique du monde. Une proposition qui a du sens, elle dépeint un état de choses possible. La structure logique du langage nous révèle la structure même du réel. Très fort. Mais après, il change complètement de cap. C'est ça qui est incroyable. Le second Wittgenstein, celui des recherches philosophiques, abandonne complètement cette idée d'un langage idéal unique. Pour lui, le langage, c'est plus comme une boîte à outils immense et variée. Une boîte à outils? Oui, une mosaïque de ce qu'il appelle des jeux de langage. Commander, décrire, poser une question, raconter une blague, ce sont des jeux différents. Et le sens d'un mot, ce n'est plus sa référence logique, abstraite, mais c'est son usage dans un contexte précis. Son usage. Son usage au sein d'une forme de vie, c'est-à-dire nos pratiques sociales, culturelles, nos habitudes. La philosophie, du coup, elle ne doit plus construire de grandes théories, mais plutôt décrire attentivement ses usages pour dissoudre les faux problèmes philosophiques qui naissent souvent de malentendus sur le fonctionnement du langage. Et ça ouvre la porte à une analyse beaucoup plus centrée sur le langage ordinaire, le langage de tous les jours. Exactement. C'est la voie de la philosophie du langage ordinaire. Pensez à Austin, par exemple, avec sa théorie des actes de langage. Mhm. Austin montre que quand on parle, on ne fait pas que décrire le monde, acte locutoire. Très souvent, on fait des choses en parlant. On promet, on baptise, on donne un ordre. C'est ce qu'il appelle l'acte illocutoire. Dire « je te promets de venir », c'est accomplir l'acte de promettre. Dire c'est faire en quelque sorte. C'est tout à fait ça. Et dans un autre registre, on a Ryle qui s'attaque au dualisme cartésien, le corps et l'esprit séparés, ce qu'il appelle un peu ironiquement le mythe du fantôme dans la machine. Ah oui, comment? En analysant comment on parle de l'esprit. Il montre que nos concepts mentaux, comme l'intelligence, la croyance, etc., ne renvoient pas à des états internes cachés, mais plutôt à des dispositions à agir d'une certaine manière dans certaines situations. C'est visible dans notre langage, dans nos comportements. D'accord. Et puis, on a Quine, prononcé Quine, qui arrive et qui, lui, semble carrément dynamiter certains fondements de cette tradition analytique. Oui, Quine prononcé Quine, c'est une figure majeure qui lance une attaque très influente contre ce qu'il appelle deux dogmes de l'empirisme logique, qui étaient alors assez dominants. Lesquels?
Premièrement, la distinction très nette, très tranchée, entre les vérités analytiques vraies juste par définition, comme tous les célibataires sont non mariés, et les vérités synthétiques vraies grâce à l'expérience, comme mon café est chaud. Et le deuxième dogme? C'est le réductionnisme. L'idée que chaque énoncé, qui a du sens, pourrait en principe être traduit en un énoncé ne portant que sur l'expérience sensorielle immédiate. Et Kuhn dit que ça ne tient pas. Qu'est-ce qu'il propose alors? Il défend ce qu'on appelle un holisme épistémologique. Pour lui, nos croyances ne sont pas isolées, elles forment un vaste réseau, un tout interconnecté, une totalité de la science en quelque sorte. Un réseau? Oui, et quand une expérience vient contredire une de nos attentes, ce n'est pas forcément une seule croyance précise qui est réfutée. C'est tout le système, tout le réseau qui est sous tension et qui doit peut-être être ajusté. Ah d'accord. Donc on a une marge de manœuvre. Exactement. On peut choisir où faire les ajustements. N'importe quelle croyance, même une loi logique apparemment fondamentale, pourrait être révisée si ça nous permet de mieux accommoder l'ensemble de nos expériences. Et inversement, on peut maintenir une croyance face à une expérience récalcitrante en modifiant d'autres parties du réseau. C'est assez radical comme idée. Et ça le mène où, par exemple? Ça le conduit à des thèses assez fortes, comme celle de l'inscrutabilité de la référence, avec son exemple fameux du linguiste qui essaye de traduire le mot gavagai prononcé par un indigène en présence d'un lapin. Quinn suggère qu'on ne peut jamais être absolument certain que gavagai signifie lapin, l'animal entier, plutôt que, disons, partie non détachée de lapin, stade temporel de lapin, ou même le fait d'être en train de lapiner. Même avec toutes les observations possibles, il resterait une indétermination sur ce à quoi le mot réfère exactement dans l'ontologie de l'autre culture. Waouh. Donc on voit bien une tradition philosophique extrêmement riche, qui part d'une ambition de clarté logique absolue et qui évolue vers des analyses très fines et parfois très critiques du langage, de la connaissance, mais toujours avec cette exigence de rigueur, de clarté. C'est ça le point commun, je crois. Cette volonté de dissoudre les confusions conceptuelles, les pseudo-problèmes, par une analyse rigoureuse. Que l'outil soit la logique formelle la plus pointue, comme chez Frege ou Russell, ou l'attention quasi-ethnographique aux détails du langage ordinaire, comme chez le second Wittgenstein ou Austin. Les méthodes diffèrent énormément. Oui, les chemins empruntés par Frege, Russell, Wittgenstein, Austin, Quinn sont très différents, parfois opposés, mais l'objectif reste souvent le même. Utiliser la clarification conceptuelle comme principal outil philosophique. C'est une exploration vraiment passionnante de voir comment nos outils linguistiques, nos concepts, façonnent notre manière de penser et d'accéder au réel. Tout à fait. Et peut-être pour laisser une question en suspens. Si, comme le suggère le second Wittgenstein ou Quinn, nos concepts et le sens qu'on leur donne sont si profondément liés à nos pratiques sociales, à nos formes de vie, à notre réseau de croyances globales, quelles sont alors les limites d'une analyse purement logique, ou disons détachée de ces contextes concrets, pour vraiment saisir toute la richesse et la complexité de l'expérience humaine et de la signification? Une excellente question pour continuer la réflexion. À bientôt.